toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, coach professionnel certifié, et aujourd'hui dans ce 66e épisode, j'ai le plaisir de réaliser une entrevue avec un leader du développement des compétences, c'est monsieur Cyril Vulgarides, CEO de Technologia. Alors je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas sorti de podcast, j'ai eu un hiver assez chargé, j'avoue, un printemps tout aussi chargé, mais avec plus de clarté sur les semaines et les mois à venir, donc j'ai plein de surprises, plein de contenus que j'ai préparés pour vous, donc dès la semaine prochaine, les épisodes vont être beaucoup plus récurrents que dernièrement. Alors j'ai eu le plaisir aussi de collaborer ces derniers mois avec plusieurs collaborateurs de Cyril, avec Technologia, et le mot en fait qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'esprit familial qui règne. Donc c'est une grosse famille, vraiment l'entraide est la clé, ou c'est une sorte de pierre angulaire de cet esprit de famille. Sans plus tarder, je te laisse découvrir notre échange sur un sujet super intéressant qui est la compétence organisationnelle. Et je te retrouve après. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un invité très spécial qui pour moi incarne véritablement l'esprit de transformation, de croissance que je cherche à explorer à travers ce podcast, notamment dans l'accompagnement des organisations. Sans plus tarder, je donne la parole à mon invité. Bonjour Lamia, merci de m'inviter à ton podcast. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Écoute, je suis très honorée de faire ce podcast avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots? Alors voilà, écoute, je suis le PDG de Technologia, qui est une entreprise spécialisée en développement de compétences et en gestion des apprentissages pour les organisations québécoises principalement. Je suis à la tête de cette organisation depuis maintenant 6 ans. Puis voilà, notre mission est clairement d'aider les entreprises à mieux gérer le développement de leurs talents et de devenir à travers ça plus capables finalement de livrer leurs produits et services et de réussir leur mission. Donc c'est un peu ma passion qui m'habite maintenant depuis 6 ans et qui a été construite, je dirais, à travers ma vingtaine, même trentaine d'années d'expérience maintenant à travers mes différents parcours en organisation. Donc, c'est un peu, je dirais, c'est une belle culmination à travers mes différentes expériences à travailler sur cette niche-là qui est à quelque part l'humain, parce qu'on travaille beaucoup sur l'humain. Pas juste sur l'humain, par contre, parce que l'humain a besoin de se faire accompagner par les structures organisationnelles pour que finalement il y ait cette capacité de grandir, à la fois pour l'individu, mais aussi pour l'organisation. Donc, c'est cette espèce de combinaison entre l'effort de l'individu à apprendre, mais aussi l'organisation qui s'organise pour que l'apprentissage ait lieu et qu'il soit plus efficace. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet justement et de présenter de quoi on va parler, parce que ça fait, je pense, une année qu'on se connaît, puis le jour où on s'est parlé, je pense qu'on a trouvé des intérêts communs, puis même, enfin, intérêts communs, oui, mais aussi un point commun, c'est qu'on est tous les deux diplômés, on est ingénieurs en génie industriel. Voilà, effectivement. Je suis ingénieur industriel. J'ai travaillé dans mes premières années dans le milieu manufacturier, dans une perspective d'amélioration des processus manufacturiers, très rapidement dans l'amélioration d'une entreprise. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'est bien beau les processus, c'est bien beau les équipements, il y a Ouais, des humains en arrière. Donc, exact. on peut pas ne pas impliquer l'intervention humaine dans Ouais, l'amélioration. Et puis, un peu comme tu l'as, j'imagine, découvert, au-delà du travail technique que chaque humain fait, bah, c'est un monde mmh, d'interrelation, d'influence, de motivation de chaque individu, puis toutes ces forces qui vivent dans l'organisation là, c'est très très complexe, mais ça m'a fasciné. Et donc OK, mon parcours a évolué du manufacturier à tout ce qui est organisationnel à travers OK. mon accompagnement que je faisais pour mes clients parce que j'étais consultant. Je suis donc devenu consultant en gestion, en performance organisationnelle, et ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine de la formation maintenant. OK. Et justement, la formation, on va parler de compétences organisationnelles qui est un peu ton sujet dada du moment. C'est bien ça? Exactement, exactement. La réflexion qui m'a animé donc depuis les dernières années a démarré justement de l'organisation parce que quand j'intervenais en entreprise ou quand je suis devenu un gestionnaire après mes premières armes en consultation,
j'avais un focus de résultats, de performance. Il fallait livrer à la fin de chaque cycle des résultats financiers, une performance vis-à-vis le client pour qu'il y ait une satisfaction client. On avait des clients internes, on a des clients externes, donc il y avait toujours cette perspective de réussite de l'organisation ou du département dans lequel on travaille, avec l'humain, parce que c'est les employés qui font le tout, que ce soit la livraison de projets, que ce soit la livraison opérationnelle, que ce soit les prises de décision qu'on prend à travers tout ça pour qu'à quelque part on évolue. Il y avait l'humain, donc l'humain tranquillement a pris sa place, comme je le disais tantôt, par rapport à sa capacité à faire son travail. Et ce que j'ai réalisé très rapidement quand j'ai fait le virage dans le milieu de la formation, c'est qu'on perdait un peu la notion de l'organisation. C'est comme si, quand venait le temps de former, on formait un individu. Souvent, il n'était pas très bien formé. Souvent, on se retrouvait à avoir des personnes dans une formation, par exemple, qui voulaient pas être là ou qui venaient là, qui perdent très rapidement, quelques semaines après, toutes les notions qui ont été enseignées. Et je me disais: «Mais qu'est-ce qui reste pour l'organisation en bout de ligne?» Parce que si une personne est formée, c'est pas seulement pour lui-même, pas seulement pour qu'elle se développe, pour qu'elle évolue dans sa carrière, qui est effectivement un des axes qui est important, mais il y a aussi l'axe, comment est-ce qu'il peut devenir encore plus pertinent, plus efficace? Comment il peut être une plus grande valeur ajoutée pour la mission de l'entreprise? Et c'est là où je me suis positionné sur la compétence organisationnelle, justement, pour s'assurer que la compétence individuelle s'inscrive dans une finalité qui n'est pas seulement une gestion de carrière, mais qui est aussi une compétence de l'organisation. Et qu'est-ce que ça prend en fait? Qu'est-ce que c'est une compétence organisationnelle? En fait, je l'ai définie comme étant la capacité d'une organisation à bien faire ce qu'elle fait, à mieux faire ce qu'elle fait, à régler ses problèmes pour qu'elle devienne meilleure, à livrer son produit et son service à sa clientèle, à être un meilleur employeur parce qu'on emploie des employés qui finalement, pour lesquels on veut qu'il y ait, donc une satisfaction et qu'elle donne aussi des résultats à ses parties prenantes. Comment cette entreprise devient compétente à faire tout ça et c'est pas seulement les employés qui ont besoin d'être compétents, c'est l'organisation qui a besoin d'intégrer des pratiques, des façons de faire, des cultures qui vont nous permettre de dire: «Je suis compétent, par exemple, en gestion de projet, parce que j'ai les bonnes pratiques, j'ai la bonne culture et j'ai les bons individus qui collaborent et qui pratiquent leur métier comme il faut». C'est pareil pour les ressources humaines. Je suis compétent à gérer les ressources humaines dans mon entreprise parce que j'ai les outils, j'ai les pratiques, j'ai une infrastructure de système qui permet à chacun des employés de bien gérer le recrutement, de bien gérer la rétention, de bien gérer, les plans de développement. Donc cette compétence organisationnelle pour moi est finalement les fondations sur laquelle l'entreprise va pouvoir s'assurer de pouvoir livrer dans chacune des fonctions d'affaires, des processus, ultimement l'ensemble de sa mission. C'est comme ça que je définis. Est-ce que c'est clair Lamia, Oui, la façon que je l'explique? D'accord. je trouve ça très, très éclairant. Puis pendant que tu parlais, t'expliquais, j'avais une image que j'ai envie de partager. Ouais. Parce que j'avais fait ce constat-là, de cette image-là, mais grâce à ta définition, j'ai peut-être des mots-clés à mettre dessus. Donc pour moi, tu as parlé de résultats. Donc une organisation souhaite atteindre certains résultats. C'est comme si, ben, une organisation qui est exemple 20 employés, on veut les emmener à escalader une montagne, donc le Kilimandjaro ou l'Himalaya. Bref, on va prendre l'Himalaya. Et là, on va demander à chacun d'y aller sans tenir compte de leurs capacités individuelles et on va leur demander d'y aller coûte que coûte, mais peut-être que parmi ces 20 personnes, il y a quelqu'un qui a, je sais pas, une déficience ou quelqu'un qui n'est pas, une certaine mobilité réduite et du coup, on va pas explorer le potentiel de cette personne qui peut être très bon, dans la gestion de projet ou la logistique et on aurait pu l'utiliser en amont ou dans d'autres, peut-être tâches liées à cette mission-là, organisationnelle, de les amener ailleurs. Fait que c'est ça ce que j'en comprends, c'est de tenir compte du potentiel individuel et finalement développer les compétences individuelles, mais pour une mission organisationnelle, pour un but commun.
et en fait, et puis là, on peut le structurer en hiérarchie parce que l'organisation est divisée en équipes et Exact les équipes sont divisées en individus, hein. Donc, exactement. Ouais. heu donc toute cette relation entre l'individu, les différentes équipes qui travaillent toutes pour un but commun, qui est la mission de l'organisation. Donc comment on s'organise en fait pour qu'il y ait une corrélation entre, les missions de chacun, les forces et faiblesses de chacun, effectivement, parce que, quand on va réussir en équipe. Sinon, il va y avoir des gens qui vont se retrouver, à tirer de la patte. Ça va tirer l'équipe par l'arrière. Il va y avoir des démissions, il va y avoir des frictions. Ça va nuire à la capacité de l'équipe à être efficace. Oui. Donc, ce rapport de force et de friction qu'il y a dans une équipe à travers ces individus vont nuire à l'organisation. Donc, faut tenir compte effectivement de chacun des individus, comment il trouve sa place. Il n'y a pas toujours des miracles. Il peut avoir des misfits, il peut avoir des écarts entre la capacité d'un individu à faire le travail pour lequel il est payé, bien entendu. Mais c'est évident qu'il faut qu'on s'assure que l'équipe avance ensemble et qu'il y ait de l'entraide, Mmh. qu'il y ait de la patience également. Ce n'est pas des sprints hein, quand on monte le Kilimandjaro. Et c'est souvent ce que je vis moi dans mes organisations. On me traite souvent de patient. En fait, je suis patient. Je ne suis pas patient. C'est un marathon qu'on vit. Mmh. Euh, Ouais. il y a des périodes où on a envie de tirer la plug trop vite. On a envie de provoquer, mais souvent on recule quand on le fait. Donc c'est une question de se dire avançons au bon rythme, même si il a l'air plus lent, mais on va arriver plus vite parce qu'il y a moins de retour en arrière. Et l'équipe, ultimement, on parlait des individus. Pour moi, une fois que tu donnes le pouvoir et l'intérêt et la motivation ou les éléments qui motivent l'équipe à aller de l'avant, ils vont aller tout seuls. Ils n'ont plus besoin de se faire tirer parce que Mmh. ça devient leur propre mission d'escalader le Kilimandjaro avec la bienveillance que chaque membre peut avoir avec ses collègues sur ne pas trop critiquer ses faiblesses, travailler sur les forces. Parce que tout le monde a des faiblesses, tout le monde peut devenir un frein, mais aussi tout le monde peut venir Ouais. par ses forces spécifiques, peut devenir un catalyseur. Et ça, Mmh. on a tous des exemples. Je peux t'en donner peut-être certains. J'ai certains collègues qui sont peut-être très bons, par exemple, à régler des problèmes sur le coup, dédiés. Ils ont une volonté de faire un service à la clientèle extraordinaire quand il y a un problème pour le résoudre. Ils sont peut-être moins bons en planification, d'accord? C'est des personnes qui planifient peut-être moins bien. On peut les critiquer parce qu'ils font des erreurs quand ils planifient. On peut toujours leur dire: «Eh, mais tu planifies mal». Mais on peut-tu focuser sur ce qu'il fait Sur bien, les Oui, oui. et tranquillement l'aider à se développer, à ce qu'il devienne un meilleur planificateur Mmh. de carré de sable, quoi. Donc voir les qualités des individus, qui l'ont amené où il est sans trop le descendre sur Exact. ses, hem Sur les failles. Puis ça me fait rappeler ce que tu as parlé tout à l'heure aussi de l'autonomie, hein, de l'individu, la théorie d'autodétermination, qui en fait, qui parle des 3 besoins fondamentaux pour un employé, pour créer vraiment de la motivation intrinsèque dans son travail, pour se donner son meilleur. C'est l'une de ces 3 besoins, c'est l'autonomie. Donc il y a la compétence, la première compétence, autonomie et après c'est lien social. Donc on veut se sentir, bien dans un ouais, groupe, on veut se sentir compétent dans ce groupe, mais on ouais, veut aussi dans ce groupe être assez autonome pour faire son travail. ouais, ouais. Puis, c'est super intéressant, moi je j'avale tes paroles. Ouais et moi j'avale les tiens parce que, je crois ce que tu viens de nommer et tu vois, je ne suis pas un scientifique de la chose ou je n'ai pas étudié en tant que tel, par exemple, les éléments, qui sont sous-jacents à la motivation, donc cette autodétermination, mais je l'ai vécu, je l'ai senti dans le cadre de mon travail, à la fois négativement et à la fois positivement dans l'optique où quand tu es dans une équipe de travail où ces éléments n'existent pas, Ah exact. Mmh. c'est tellement frappant, et c'est des éléments qui sont tellement, intuitifs chez l'être humain. Tu as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment l'être humain fonctionne. On Mmh. fonctionne comme ça. Donc quand ces éléments n'existent pas parce que tu as une culture d'entreprise ou un patron
qui ne favorise pas ces Mmh. points physiologiques et inhérents à l'être humain, effectivement, bah là, tu viens de mettre à off un des éléments qui fait que tu ne travailles pas avec le plein potentiel de l'individu. C'est drôle que tu dises ça parce que une des formations, peut-être pour les auditeurs ne le savent pas, mais je suis partenaire avec toi, avec l'équipe Technologia et l'une des formations que j'ai avec vous qui parle de bienveillance, hein, adopter une posture de bienveillance. Un des exercices que je fais en classe, j'appelle ça le générateur de frustration. OK. Je prends les 3 besoins, donc lorsque c'est satisfait, je demande aux gens: «C'est quand votre dernière expérience où ces besoins étaient satisfaits?» Là, c'est les paillettes, les feux d'artifice, oui, c'était génial comme expérience et au vis-à-vis de ça, ben, je leur dis: «Ben, c'est quoi vos générateurs de frustration?» Mmh. Quand ces besoins sont pas comblés par différents contextes, ça peut être, l'environnement, mais qu'est-ce que cela dit de vous? Qu'est-ce que cela, vous donne comme information, comme data, qui va vous donner une meilleure conscience, en fait, de soi et de son environnement? Généralement, les gens sont prennent conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Bien C'est sûr. c'est là et comme tu as dit, ça leur donne le pouvoir. Pour moi, c'est très puissant. Ouais. Puis un des éléments aussi que j'ai noté, puis qui est peut-être un sous-élément des 3 aspects que tu as parlé au niveau de l'autodétermination, peut-être, c'est le respect, c'est le mot respect, qui m'a frappé aussi tout le long de ma carrière. Le respect envers nos collègues, que ce soit un patron, un un employé, un vis-à-vis, surtout quand ça va pas bien dans une Mmh. organisation. Quand ça va bien, en général, il y a que les bons côtés de l'être humain qui ressortent. Mais j'ai souvent noté dans ma carrière, surtout quand ça va mal ou quand il y a une pression dans les organisations, que on a une tendance à traiter nos collègues, nos employés sur certaines violences. Je dirais dans certains cas où il y a là tu parlais de bienveillance, mais on met de la pression sur les employés, on les traite des fois avec une certaine, méchanceté pour essayer de tirer le maximum parce qu'il y a de la pression donc on les culpabilise, Mmh. on les fait sentir pas bons, heu Mmh. Heu, mais pourquoi on fait ça, en fait? Puis je me suis souvent posé la question, j'étais dans des environnements où ça avait lieu devant moi, plutôt que de tirer le maximum des gens, par des attitudes où, qu'on retrousse tous les manches ensemble et Ouais. qu'on réussisse, ben, on allait dans le blâme, on allait dans la pression négative qui finalement faisait l'effet inverse et je me disais: «Mais je comprends pas comment on œuvre encore dans un culture où on pense que quand on va presser, qu'on Ouais. va réussir, ça fait l'inverse, ça démobilise. Ça fait que quand on sort de la salle, on se plaint contre notre patron, contre notre organisation. Donc ce mot respect, en fait, de l'être humain qui est devant nous, on le paye pour livrer une marchandise, traitons-les avec le respect Mmh. qu'on lui doit, comme on a envie, nous, d'être traités. Et Il y a personne qui a envie de se faire rentrer dedans, la personne. C'est pas mmh. vrai, on n'est pas alarmé. C'est fondamental, moi, pour moi, ce que tu as nommé, Lamia. Merci Cyril. J'avais peut-être une question, en lien avec ce que tu as amené sur la compétence organisationnelle. Quelle différence t'en fais avec, ce qu'on appelle l'organisation apprenante ou une culture d'apprentissage? Ouais, qu'est-ce que j'en fais? C'est que c'est la finalité, ou la façon que je sommarise, en fait, une organisation apprenante, ça part du bas et ça veut construire une capacité qui est détachée, pour moi, d'un résultat, bien concret. Donc, moi, pour moi, si on parle de compétences organisationnelles, c'est de partir d'un objectif d'affaires qui est bien nommé et qui est tangible et qui fait partie pour moi de la stratégie d'affaires ou d'un objectif que l'organisation s'est donné ou d'un diagnostic qu'elle a fait d'un endroit Mmh. qu'on veut travailler et de partir donc de cet élément tangible en se disant: «Là, on veut faire mieux que Mmh. ce qu'on faisait avant. Là, on a quelque chose à mettre en place. Donc on veut créer une nouvelle capacité à l'interne qui est bien tangible. Donc je sais pas, comme je disais, un exemple que je peux donner, qu'on peut se donner comme objectif, de faire une meilleure rétention de nos employés parce qu'on a constaté qu'on a un taux de rétention qui n'est pas aussi élevé qu'on le voudrait. Donc on a fait un diagnostic et on s'est rendu compte qu'il y a différents endroits dans l'organisation sur laquelle on est peut-être pas aussi bon qu'on pourrait l'être pour augmenter la fidélisation de nos employés et leur sentiment d'appartenance
ainsi de suite, qui fait que finalement, ils veulent rester plus que moins. Donc, travaillons sur cet écart-là, à ce qu'on Mmh. devienne plus compétent à le faire et à travers ce travail d'amélioration de ce processus-là, établissons des réflexes, Ah, des j'adore. systèmes, Mmh. qui vont faire que quand je vais me retrouver à cibler un autre endroit sur lequel j'ai besoin de travailler, je reproduis ces réflexes d'un système immunitaire, en fait. Je compare souvent une organisation à un être humain qui a une capacité d'aller régler un problème, de se mettre en œuvre automatiquement, à dire, ben là, je traite une situation et je m'auto-guéris et je deviens finalement, ou bien quand je fais du sport, ben je m'entraîne, le muscle se Mmh. développe et je deviens, au fur et à mesure, je deviens une machine finalement qui est autoporteuse. Donc, à Mmh. travers ces situations-là, je développe une culture de travail d'équipe, des pratiques internes, je suis capable de développer des compétences à l'interne sur l'amélioration continue, par exemple, qui sont un moyen, à quelque part, pour qu'on devienne apprenant. Hein. Parce que OK. c'est quoi une organisation apprenante? C'est une organisation qui se donne les moyens de constamment être plus agile ou plus véloce ou plus efficace à améliorer ce qu'elle a besoin d'améliorer, hein. Mmh. Ces mécaniques-là, au lieu de les faire de manière générale, générique, travaillons sur un vrai problème, un vrai besoin et construisons donc cette capacité de l'organisation à évoluer ses pratiques d'amélioration, en fait. C'est comme Mmh. ça que je le vois. Tu m'excuseras si je ne suis pas, très, très clair, ou questionne-moi si tu veux aller un peu plus loin, Lamia, dans ma définition ou dans le parallèle qu'il y a entre l'organisation apprenante et l'organisation compétente. Pour moi, c'est super clair, c'est que presque l'organisation apprenante ou une culture enfin, mettons d'une organisation qui est axée sur l'apprentissage est finalement, le résultat d'un processus où l'intrant est la Voilà, compétence organisationnelle. Parce que voilà, exact. là, tu m'as titillé, tu as dit un mot-clé, puis je me suis rappelé mon sujet d'étude, enfin, c'est pas un sujet d'étude, mais un sujet pour faire ma ceinture noire de Lean Six Sigma. Tu sais que dans le Ouais, process, pour être certifié, c'est pas juste des cours, faut déposer un projet, présenter devant d'accord. un jury. Puis moi, mon projet, à l'époque, c'était super intéressant. J'ai, conçu ce que j'ai appelé le bilan de la performance organisationnelle. Donc c'est des questionnaires, en Mmh, fait, c'est vraiment un diagnostic sur plusieurs mmh, axes, 5 axes, avec des niveaux de maturité. OK. Et là, je me rends compte avec les années que, parmi ces 5 niveaux de maturité, un des éléments parce qu'il y avait 10 éléments où il fallait évaluer l'organisation pour voir est-ce qu'elle est, performante ou pas. Donc on Mmh, avait exemple la voix du client, la voix des employés, le processus, les KPI, voilà. Et un des éléments, c'est les RH et dans le RH, on avait une petite section sur le développement des compétences. d'accord, OK. Mais là, peut-être grâce à toi, je suis en train de shifter en me disant: «Mon Dieu, est-ce que ce serait pas lui qui est finalement l'intrant de tout le chapeau de ça?» Mais c'est vrai que, ce que j'aurais aimé aller plus loin, peut-être ce serait une thèse de doctorat dans ce cas-là, Mais c'est pas trop tard, la c'est ça, mienne. c'est de dire: «Tiens, si on le mettait, grâce à ton concept, hein, en lien avec les compétences organisationnelles, que ce soit un intrant, finalement une aide à la décision», ce genre de diagnostic qui permet l'organisation à faire les bons choix au bon moment, surtout qu'on vit dans un monde, hein, de plus en plus Ouais, piquant, volatile, incertain, ouais. complexe, donc super, intéressant, pertinent et je fais beaucoup Mais de j liens. mais effectivement, puis moi je trouve ça critique, j'ai passé ma carrière en fait à travailler d'un point de départ. Parce que toute organisation, avec Mmh. tout ce qu'elle comporte, existe dans un état actuel et elle veut aller dans un état futur, quel qu'il soit. Donc on part pas tous de la même place. On a des forces, des faiblesses, des enjeux, des visions, des cultures, on a un peu tout ça. Et souvent l'être humain, et je m'inclus, et donc les organisations, très rapidement en mode solution, on implante, on se forme, on améliore ci, on améliore ça, mais si on avait ce réflexe et cette discipline de faire des meilleurs diagnostics ou d'en faire en fait, d'en faire. Puis notre métier, je pense, nous a un peu conditionnés justement à aller faire ces diagnostics-là parce que ça faisait partie un peu de notre coffre à outils. Où est-ce qu'on se disait trouvons les causes principales, hein, avant de travailler sur Oui.
une solution, travaillons pas sur le symptôme, allons sur la cause principale. Les 5 pourquoi, tu as certainement travaillé avec les 5 pourquoi. Ouais. Posons 5 pourquoi pour réellement comprendre Mmh. est où la cause profonde, puis travaillons sur la cause et non pas sur le symptôme. Sinon on va rien régler. Donc il y a beaucoup d'organisations qui implantent des solutions, qui vont de l'avant, sans Mmh. faire le bon diagnostic, qui Exact. ferait qu'à quelque part, on serait tellement plus efficace à investir toutes ces dépenses, ce temps Mmh. à régler les problèmes une fois pour toutes. Et pour l'apprentissage, pour la formation, pour la performance de l'organisation, je pense Mmh. on est à la même place. Poussons sur les bonnes choses, priorisons les actions, allons pas partout en même temps parce que, Mmh. bah, on va rien aboutir. En fait, Mmh. allons-y progressivement. Une étape à la fois, mesurons, assurons-nous, écoutons nos employés. Tu vois, j'étais consultant, comme je t'avais dit, très, très longtemps, puis ça m'a conditionné à quand maintenant je suis un gestionnaire, à écouter mes employés. Mmh. Donc quand j'étais un consultant, je me faisais embaucher par la direction, par la haute direction pour me dire: «Cyril, viens nous aider à quelque chose». Bon, là j'arrive, puis moi la première chose que je fais, c'est je fais un diagnostic. Donc je questionne tout le monde, j'observe, j'analyse, le data, et je recommande. Constamment, chaque client que j'allais voir, il me disait: «Mais on le dit à nos patrons, mais ils nous écoutent pas». Mmh. Et ça m'a fasciné de voir, comment c'était une récurrence où les employés ou l'intelligence collective, en fait, Oui. quand tu parles à une équipe, l'équipe vit les problèmes. Ils sont Mmh. là, ils les subissent. Ils n'ont peut-être pas des solutions, abouties parce qu'ils n'ont pas fait cette réflexion ou ce processus, je dirais, d'analyse qui est un peu plus rigoureux, mais ils connaissent les éléments, ils connaissent la situation. Écoutons-les, faisons intégrons-les dans l'analyse du problème et dans aussi l'acceptation de la solution, et qui fait que finalement, on parle beaucoup de gestion de changement. En fait, on parle beaucoup de changement, donc de Mmh. résistance et donc de gestion de changement. On le sait qu'est-ce qu'on doit faire, Mmh. faisons-le. Écoutons-les, intégrons-les, faisons un diagnostic commun de la situation. Si tout le Mmh. monde s'entend sur d'où on part, qu'est-ce qui nous fait mal, où on veut aller, si tout le monde y adhère au point zéro, le chemin pour régler le problème va être tellement plus facile parce qu'on va tous dire la même chose. Mmh. Et ça encore, on ne le voit pas dans les organisations. Mmh. Mais tu l'as mentionné tout à l'heure, quand on a parlé de l'expérience que tu as eue où dans certains environnements, ben, il y a une forme de moi j'appelle ça l'ego ou le surego, parce que pour moi l'ego c'est correct de l'avoir, Ouais, mais un surego, c'est, de penser à ses propres intérêts personnels, être dans l'individualité, hein, être dans le moi Inc que j'appelle, au lieu ouais, d'être dans le nous et dans le oui, collectif ou ouais, dans un esprit ouais, de croissance. Et ça, ouais, c'est des steps, hein, à avoir, au niveau individuel, mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités sur les leaders, hein. Le leadership, on en parle beaucoup, parce qu'il y a cette exemplarité, heu et par contre mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Moi, ouais. je me rappelle un jour, il y a un ancien manager, un gestionnaire que j'ai eu un jour qui dit, bah, je suis votre père, je vous aime, puis je suis votre père. Puis moi, ça me choque. Moi, j'ai un seul père, bon, paix à son Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de pression sur eux, ils se donnent une pression inutile en tant que cadre ou de gestionnaire. Pour moi, ils ont une responsabilité, les employés ont une responsabilité. Il y en a une responsabilité individuelle, certes, mais il y a une, responsabilité collective, hein. bien Tout sûr, repose pas sur une personne. Donc être dans bien le sûr. nous là, c'est vraiment un switch à avoir au niveau Oui, oui, personnel. Faut faire vraiment un travail d'introspection et ouais, aussi une introspection collective, hein, ouais. pour, Écoute, ce que tu me dis, il y a plein de choses qui popent dans ma tête, qui touchent à ce que tu viens de dire. Je vais t'en nommer un ou 2 ou 3, puis on pourra échanger. La première chose que j'ai constatée de manière brutale, je te dirais, il y a 2 3 ans, j'ai eu une prise de conscience en me disant: «Le gestionnaire ou ce métier-là de gestionnaire est un des rares métiers
dans une organisation quand même qui a un métier critique. C'est un rôle charnière, hein, quand même, Mmh. être un gestionnaire. C'est un des rares métiers pour lequel il n'y a pas d'éducation académique. Exactement. Il y en a pas. Mmh. Heu, donc le métier de gestionnaire se fait sur le tas. On nomme un gestionnaire et puis, là, il faut qu'il apprenne sur son métier et c'est un des rares métiers parce que tu prends un comptable, exemple, il apprend la comptabilité. Il devient comptable, il il a il a travaillé fort là pour maîtriser son métier. Tu prends l'avocat, c'est pareil, tu prends la personne en marketing, là je parle des professionnels, hein, c'est sûr qu'il y a tous les métiers techniques, tu prends l'ingénieur le gestionnaire finalement arrive là, puis on le lance dans la fosse aux lions, et puis là bon, le volet humain, on sait que le volet humain d'un gestionnaire est un de ses rôles, c'est pas le seul, hein, il a quand même un département à opérer, mais il 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 dirige du monde, et ça, diriger du monde, ça s'apprend pas à l'école malheureusement, donc Mmh. et on sait comment l'être humain je pense que puis on le voit en dehors du milieu professionnel, l'être humain est un loup pour l'homme, hein. On le dit, hein, cette guerre de pouvoir, on est tous des êtres psychologiques qui avons nos bibittes, nos insécurités, nos ambitions. Donc, on peut rapidement tomber dans des pièges, effectivement, où cette relation entre un patron et son équipe n'est pas la bonne. Mmh. Heu, donc ça, c'est un peu une 1re chose qui résonne dans ma tête quand tu m'as parlé du nous versus le jeu. J'étais aussi une fois dans une formation, j'étais mentor, à l'époque, donc je mentorais des entrepreneurs, et j'étais dans une formation pour devenir un meilleur mentor. Donc, je suis là avec un groupe, et puis là, on a une discussion sur, les organisations et sur justement un peu ce que tu parlais, le nous, le jeu et là, le prof nous pose une question. Puis là, il disait: «À qui appartient l'organisation?» C'est Et très puis bonne là, question. c'est une très bonne question et puis là, on commence à parler et tout là, puis là, il répond: «Ben, ça appartient aux actionnaires, ça leur appartient, c'est leur cash». Puis là, dans ma tête, je me dis: «Ben non, 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 ça appartient pas aux actionnaires, ça peut pas appartenir». Oui, ça appartient à Cashwise, mais ça appartient à l'écosystème. Une organisation devient, selon moi, autoporteuse. Elle appartient à personne, elle s'appartient à elle-même. Donc Mmh. c'est ceux qui constituent, c'est ceux qui y sont, ça leur appartient, ça nous appartient un petit peu à tous. Chacun a son rôle à jouer finalement. Mmh. L'actionnaire a son rôle à jouer. Il a certainement un rôle financier. Il a un rôle ultimement de pérennité, dans des grandes décisions. Mais elle ne lui appartient plus, Mmh. selon moi. Elle lui a peut-être appartenu au début, exemple, je sais pas, un entrepreneur part une entreprise, il est tout seul, il a parti, mais ensuite très rapidement, elle appartient au collectif Bah oui, bah, et les non, c'est c'est comment on donne le droit concrètement à ce mmh. collectif-là de dire: «C'est mon entreprise aussi, Mmh. elle m'appartient». Là, tu vois, moi je travaille pour Technologia et c'est pas mon entreprise, hein, je suis un employé, hein. Mais tout le monde pense que c'est mon entreprise parce que je la gère comme si elle m'appartenait. Mais je dis: «Non, non, c'est pas la mienne», puis je dis à chacun de mes employés: «C'est ton entreprise, elle t'appartient. Tu as droit de décider sur plusieurs choses. S'il y a des éléments que tu contestes, exprime-le». Mmh. Heu Comment on peut la rendre meilleure cette entreprise? Je suis pas le seul décisionnel. J'ai mon rôle à jouer, tu as le tien, mais au-delà de ton rôle et du mien, on a tous le devoir de se dire: «On frappe un mur», par exemple, ou «Je n'y crois pas, j'aurais fait différemment». «Ah ouais, tu aurais fait ça comment toi? Dis-moi». Donc je pense que si on fait ce chiffre que l'entreprise n'appartient pas au patron, Mmh. heu, ça peut peut-être aider à ce que le nous devienne, prenne sa place et que les surégos,
ça c'est un autre problème, hein, parce que comment on gère l'ego de certains individus, c'est pas toujours facile, hein, Ouais. C'est vrai, il y a du travail. Mais écoute, ça me parle vraiment cet écosystème-là, parce que je vois déjà une image que j'utilise beaucoup en formation, c'est le fait que quand on prend des décisions, ben, ce n'est pas juste des individus qui prennent la décision, il y a les équipes, il y a les clients, parce que Ouais, le client, ben, fait partie de cet bah, écosystème. absolument, Il y a absolument, aussi les futures générations. Est-ce que ce qu'on est en train d'offrir, va servir un jour l'humanité, ouais, 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 2.0 ou 4.0? Je me rappelle pas c'est ouais, quoi le chiffre, mais c'est ça, c'est un écosystème en fait de relations et exact. non, non, ça me parle beaucoup. Ouais, Et ouais, ouais, merci ouais, pour ton regard. ouais. Bah, merci de me permettre de l'exprimer, avec tes questions aussi qui me stimulent. OK. Bah, écoute, on est presque à la fin. J'aurais peut-être une question légère, hein, parce que je peux Ah pas ne ouais, pas te la poser. C'est si tu te réveilles, mettons demain matin et tu aurais acquis une compétence clé, une qualité, une capacité quelconque, ce serait quoi? j'en ai plein. J'en ai plein que, j'aurais aimé être tellement j'aurais aimé je suis comme je suis, mais il y a différents éléments, heu, au point de vue, voilà, écoute, au point de vue sportif, par exemple, j'aurais bien préféré, avoir, une plus grande endurance. Je souffre quand je fais du sport, là, j'ai une capacité pulmonaire qui je vois des amis qui me clenche quand on fait du jogging, ça me frustre. Bon, voilà, mais sinon, je dirais au niveau professionnel, j'ai j'ai le revers de ma médaille, mais il y a ça peut me nuire, par exemple, d'être, peut-être pas si organisé que ça. Donc c'est pour moi un challenge quand même parce que dans mon métier, c'est une qualité qui est essentielle. Il y a des choses que je fais très, très bien, naturellement, c'est mes forces, mais celle-là me fait travailler, me fait rusher. Là, j'aurais préféré que ce soit plus facile, pour, être plus organisé, moi et mieux organiser aussi mes équipes qui subissent des fois aussi mon côté, chaotique. Des fois, j'en suis conscient. Heu C'est un signe de créativité, hein, une désorganisation. J'ai heu, vu ça quelque part. Effectivement et ça je reconnais ma créativité, je l'aime aussi, mais je sais que ça fait pas de moi une personne mais écoute, on s'améliore, hein, Ouais, constamment. ouais. Mmh. C'est un long processus, mais écoute, j'ai plein d'endroits où j'aimerais être meilleur. J'aimerais être un meilleur orateur. Quand je vois Obama parler, je dis: «Mais pourquoi je suis pas comme lui, quoi?» Puis bon, il y en a d'autres qui sont moins bons, j'aimerais aussi être comme eux, tu vois? Hem, donc voilà, mais bon, je m'en fais pas trop avec ça dans l'optique où je me dis, «Allez, on se relève les manches et on essaye de faire mieux». Puis ce dans quoi je suis moins bon, je l'admets, puis je m'organise pour m'entourer, de gens qui, compensent et vice versa. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. On on accepte nos faiblesses. Mais oui, c'est de l'amélioration et de la formation continue, voilà. Voilà, exact, exact. Bah, écoute Cyril, merci beaucoup. Je te remercie pour ce temps, d'arrêt où on a vraiment parlé de compétences organisationnelles. Tu nous as partagé ton expérience. Ça a été, très instructif pour moi. J'ai vraiment adoré. Je te remercie. Peut-être s'il y a des personnes qui ont envie de pousser, plus loin la discussion, poser des questions, comment on peut te contacter? Ben, on peut me contacter, sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn, donc je vous invite, si vous avez un intérêt, de vous connecter à moi, d'échanger si vous voulez. Je suis quelqu'un de très social, très relationnel, qui aime le contact humain et les découvertes. Sinon, à travers Technologia, si vous voulez, parler à quelqu'un chez Technologia, par rapport à des idées sur comment on peut amener les organisations à devenir plus compétentes. J'ai plein de collègues, avec qui ils peuvent, éventuellement, interagir à travers des prises de contact sur notre site web qui est technologia.com. Je crois que c'est à peu près tout, hein, je donnerai pas mon numéro de téléphone, Non, là, non, pas la peine. ah d'accord, OK, ça marche. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup et puis, on se dit à bientôt. Ça marche, merci pour l'opportunité et j'espère que tes auditeurs vont apprécier, ce podcast. Je remercie une nouvelle fois Cyril pour cet échange et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Du coup, si tu penses à 2-3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part.
Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao ciao.